Personne ne s'attendait à ce qu'une tranche de pain sec et un verre d'eau déclenchent une révolution. Et pourtant, lorsque Derek Patterson monta à bord de ce vol en première classe pour New York, ce cadre dirigeant du secteur technologique ne faisait pas simplement un voyage à travers le pays. Il lançait une série d'événements qui allaient bouleverser toute une industrie. Lorsque l'hôtesse de l'air déposa devant lui ce maigre repas accompagné d'un commentaire cinglant. « Ce repas vous convient ». Les autres passagers échangèrent des regards gênés. Au matin, ce PDG ne serait pas seulement le nouveau propriétaire de la compagnie aérienne qui l'avait humilié. Il la transformerait de fond en comble, faisant de l'humiliation d'un seul homme un électrochoc qui forcerait un secteur entier à affronter ses zones d'ombre les plus sombres. Certaines révolutions commencent par des coups de feu. Celle-ci a commencé par une tranche de pain. Juste avant de reprendre cette histoire, j'aimerais savoir d'où vous nous regardez aujourd'hui. Et si vous aimez ces récits, abonnez-vous, car l'épisode spécial de demain est à ne surtout pas manquer. La lumière du matin filtrait à travers la fenêtre de la chambre alors que Derek Patterson fermait soigneusement son bagage à main. Ses gestes étaient précis, délibérés, ceux d'un homme qui avait voyagé d'innombrables fois. À 39 ans, ce dirigeant technologique avait depuis longtemps perfectionné sa routine de voyage. Il vérifia une dernière fois ses documents de voyage et s'assura que son chargeur de téléphone était bien rangé. Sa femme, Sarah, l'observait depuis le bord du lit, ses yeux exprimant un mélange de fierté et d'inquiétude. « Tu es sûr que tu as tout ?» demanda Sarah en l'aidant à rentrer une manche de chemise qui dépassait. Derek hocha la tête, son calme habituel dissimulant l'intensité tranquille dans ses yeux sombres. « Tout ce qui compte, » répondit-il, avec l'assurance d'un homme habitué aux négociations à enjeux élevés. Le bruit de petits pas précipités dans le couloir rompit le moment. Leur fille de 8 ans, Lily, entra en trombe dans la chambre, encore en pyjama, ses boucles sautant à chaque pas. Elle se jeta dans les bras de son père, l'enlaçant avec force. « Tu dois vraiment partir, papa ?» demanda-t-elle en le regardant avec de grands yeux interrogateurs. Derek s'agenouilla à sa hauteur. « Juste pour quelques jours, princesse, » dit-il en remettant en place le haut de pyjama Wonder Woman. « Et quand je reviendrai, tout sera différent. » Le front de Lily se plissa. « Différent ? Mieux, » dit-il en souriant, en replaçant une boucle derrière son oreille. « Bien mieux. » Sarah consulta sa montre. La voiture ne devrait plus tarder. Comme par hasard, le téléphone de Derek vibra. « La limousine est là », confirma-t-il. Il étreignit une dernière fois Lily, embrassa Sarah et descendit les escaliers avec sa valise. Par la fenêtre, il aperçut la voiture noire élégante qui l'attendait dans l'allée, le chauffeur déjà debout, prêt à ouvrir la portière. Juste au moment où Derek tendait la main vers la poignée de la porte d'entrée, son téléphone sonna. C'était Harper Williams, son assistante depuis 3 ans. Il décrocha immédiatement. « Bonjour, Harper. »« Bonjour, Monsieur Patterson, » répondit-elle d'une voix claire et professionnelle. « Je vous confirme votre dernière réunion. La fusion technologique se tiendra à l'hôtel Grand Horizon à New York. Salle de conférence du Penthouse, 9 h demain matin. Tous les membres du conseil d'administration de FS ont confirmé leur présence. Parfait. Assure-toi que le service juridique a bien les nouvelles conditions prêtes à mon arrivée. C'est déjà fait. Elles vous attendront dans votre messagerie sécurisée. Bon travail. À bientôt. » Derek raccrocha et sortit. L'air frais de l'automne était agréable après la chaleur de l'été. Le chauffeur le salua respectueusement. « Bonjour, Monsieur Patterson. Direction JFK International ? » « C'est ça, Ted. Terminal 4. » Le chauffeur prit sa valise et lui ouvrit la porte. Derek s'installa confortablement dans le siège en cuir, déjà concentré sur la présentation qu'il devait livrer le lendemain. Le fruit de mois de négociations et de planification stratégique. Alors que la voiture quittait sa maison de banlieue, Derek regardait par la fenêtre les pelouses bien entretenues et les maisons majestueuses de son quartier. Après la réunion de demain, sa position dans ce monde serait encore plus assurée. Tout se mettait en place. 40 minutes plus tard, la limousine s'arrêta au niveau des départs du Terminal 4. Derek avait troqué son costume pour une tenue de voyage plus confortable, un sweat à capuche gris, un jean de marque et des baskets en édition limitée. Un choix délibéré. Dans la salle de réunion, il portait des costumes sur mesure qui imposaient le respect. Mais en voyage, il privilégiait le confort.
Et pour être honnête, il s'était habitué à être sous-estimé. Parfois, il préférait même cela. Le terminal bourdonnait d'activité. Roulement de valises, annonces diffusées par haut-parleur, conversation feutrée. Derek se dirigea vers le comptoir d'enregistrement de la première classe, d'un pas tranquille mais assuré. Derrière le comptoir, une femme d'âge moyen, cheveux blonds coupés courts, souriait poliment en terminant avec un autre passager. Quand vint le tour de Derek, elle posa les yeux sur lui, observant son sweat et son jean. Son sourire se figea légèrement. « Bonjour », dit Derek, en posant sa pièce d'identité et sa carte Platinum sur le comptoir. La préposée jeta un coup d'œil à ses documents, puis à lui. « La file pour la classe économique est par là, monsieur », dit-elle en désignant une ligne beaucoup plus longue quelques guichets plus loin. Derek garda son calme. Il avait vécu cette scène des dizaines de fois. « Je voyage en première classe », répondit-il d'un ton égal. Les sourcils de la préposée se haussèrent légèrement. Elle reprit ses documents et les examina de plus près. Ses doigts pianotèrent rapidement sur le clavier, et Derek pouvait presque voir les pensées qui défilaient dans son esprit alors qu'elle vérifiait sa réservation. « Je vois », dit-elle finalement, un ton de surprise dans la voix. « Vous êtes bien confirmé en première classe pour New York. » Elle traita ensuite son billet, ses gestes devenus mécaniques. Lorsqu'elle lui tendit enfin sa carte d'embarquement, elle fit un hochement de tête sec. « Porte 43. L'embarquement commence dans 45 minutes. »« Merci », répondit Derek avec courtoisie en récupérant ses documents et son bagage à main. En se retournant, il surprit une micro-expression sur le visage de l'employé. Un regard furtif, mais lourd de jugement et de préjugés. Cela n'avait duré qu'un instant, mais Derek ne l'avait pas raté. Il ne ratait jamais ses signes. En marchant vers la sécurité, Derek passa devant un comptoir de service où le personnel offrait joyeusement l'accès au salon et du champagne gratuit à un groupe de voyageurs en costume-cravate. Lorsqu'il passa à son tour, le même employé le regarda sans rien dire, malgré l'étiquette Platinum bien visible sur ses bagages. Plutôt que de réagir à cette nouvelle offense, Derek continua son chemin. Il avait appris depuis longtemps à choisir ses batailles. En approchant du contrôle de sécurité, il aperçut un vieil homme blanc qui peinait à soulever une valise trop grande sur le tapis du scanner. Sans hésiter, Derek s'approcha. « Laissez-moi vous aider avec ça », dit-il en soulevant facilement le bagage. L'homme, aux cheveux blancs et visiblement âgé de plus de 70 ans, parut surpris mais reconnaissant. « Merci, jeune homme », dit-il en hochant la tête. Alors qu'il passait par le détecteur de métaux, Derek remarqua un couple observant l'interaction. La femme se pencha vers son compagnon et lui murmura quelque chose. Même s'il ne pouvait entendre ces mots, Derek reconnaissait dans leur regard l'évidence de leur supposition. Il pensait qu'il était un employé de l'aéroport. Après avoir passé la sécurité, Derek se dirigea vers la porte 43. La salle d'attente se remplissait déjà de passagers. Il trouva un siège libre et s'y installa, sortant sa tablette pour relire quelques documents avant l'embarquement. 20 minutes plus tard, l'agent de porte annonça le début de l'embarquement. « Nous souhaitons la bienvenue à nos passagers de première classe et aux membres au statut Platinum. » Derek rassembla ses affaires et s'avança, carte d'embarquement en main. Alors qu'il avançait sur la passerelle, il sentit les regards braqués sur lui. Derrière lui, une voix masculine se fit entendre clairement. Apparemment, il laisse entrer n'importe qui à l'avant ces jours-ci. Le commentaire était destiné à être entendu. Derek ne se retourna pas. Il avait déjà entendu bien pire. Et la fusion prévue pour le lendemain était bien trop importante pour qu'il se laisse distraire par de vulgaires préjugés. À bord de l'avion, Derek trouva son siège, 2A, côté hublot, dans la première rangée de la première classe. Il rangea son bagage à main dans le compartiment supérieur et s'installa dans le fauteuil en cuir spacieux. La cabine était encore relativement vide, seuls quelques autres passagers de première classe embarquaient. Une hôtesse de l'air, prénommée Claudia selon son badge, se déplaçait efficacement dans la cabine, offrant des boissons avant le décollage aux passagers déjà installés. Lorsqu'elle aperçut Derek, elle s'arrêta, son sourire vacilla. Elle se tourna vers un autre membre de l'équipage, un homme blond, et lui murmura quelque chose. Bien qu'elle ait parlé à voix basse, Derek l'entendit clairement dire « Il est dans la mauvaise cabine ». L'hôte blond jeta un coup d'œil dans sa direction. Son expression resta neutre, puis il reprit ses préparatifs. Derek fit mine de ne rien remarquer,
se concentrant sur l'installation de sa tablette pour le vol. Intérieurement pourtant, il enregistrait la scène, un énième exemple d'un schéma devenu bien trop familier. À mesure que les passagers embarquaient, Derek regardait par le hublot, observant l'équipe au sol préparer l'avion. Dans moins de 24 heures, la fusion serait conclue, et il disposerait de davantage d'influence pour faire évoluer ce genre de situation. Une entreprise à la fois. Une politique à la fois. Mais pour l'instant, il observait, prenait note et se préparait à ce qu'il attendait. La cabine se remplissait rapidement des derniers passagers de première classe. Dörrerick restait concentré sur sa tablette, relisant ses notes pour la présentation du lendemain, tout en jetant parfois un regard par le hublot. Il était absorbé par sa lecture lorsqu'une ombre tomba sur sa tablette. « Monsieur, cette section est réservée aux passagers de première classe. » En levant les yeux, Derek vit Claudia au-dessus de lui, son sourire tendu ne masquant pas la froideur de son ton. Une politesse forcée, qui trahissait bien des suppositions. Sans dire un mot, Derek sortit calmement sa carte d'embarquement de sa poche et la lui tendit. Son visage demeurait neutre malgré la piqûre familière de cette interaction. Claudia examina la carte avec un scepticisme évident. Ses yeux faisaient des allers-retours entre le document et le visage de Dörrerick, comme si elle cherchait à comprendre ce qui ne collait pas avec ses attentes. Après un moment, elle lâcha un petit rire sec, sans joie, teinté d'étonnement et de quelque chose de plus sombre. « Je vois, » dit-elle d'un ton plat, lui rendant son billet. Elle tourna les talons et repartit sans dire un mot de plus. Aucune excuse. Aucune reconnaissance de son erreur. Du coin de l'œil, Dörrerick aperçut l'hôte Lars observer la scène. Il n'intervint pas. Il se détourna simplement pour proposer du jus d'orange et du champagne aux autres passagers, tous blancs. Alors que les derniers passagers de l'avion passaient devant la première classe pour rejoindre leur siège en cabine économique, Derek remarqua plusieurs regards furtifs dans sa direction. Deux femmes en tailleur passèrent près de lui. L'une se pencha vers l'autre et murmura quelque chose qui fit tourner leur tête vers lui. Sécurité privée, peut-être. Ou un gagnant à la loterie. Les mots, prononcés clairement, atteignirent Derek. Ils n'étaient pas censés être entendus, mais visiblement, ce n'était pas grave si c'était le cas. Derek resta impassible, son attention toujours portée sur sa tablette, où il peaufinait les derniers détails de sa présentation pour le conseil d'administration du lendemain. La fusion entre Orion Jet Technologies, son entreprise, et la compagnie aérienne, était presque finalisée. Mais certains points devaient encore être négociés, certaines questions anticipées. Pendant qu'il travaillait, il sentit les passages répétés de Claudia dans l'allée. Elle offrait boissons et serviettes chaudes aux autres passagers, ignorant délibérément sa rangée, évitant soigneusement son regard comme s'il n'existait pas. Ce genre de traitement, il le connaissait bien. Les exclusions subtiles. Les omissions intentionnelles. Une routine familière, mais chaque fois, une blessure unique. Un rappel douloureux du long chemin qu'il restait à parcourir. La dernière passagère de première classe arriva juste avant la fermeture des portes. Une jeune femme blanche, d'environ 30 ans, habillée en jean et pull simple, une tenue pas si différente de celle de Dörrerick. Ses cheveux blonds attachés en queue de cheval, elle portait une sacoche en cuir sur l'épaule. Elle prit place juste en face de Derek, s'installant avec aisance. Immédiatement, Claudia s'approcha d'elle avec un large sourire. « Bienvenue à bord, mademoiselle. Souhaitez-vous un verre de champagne ou de jus d'orange avant le départ ?»« Un champagne serait parfait, merci, » répondit la jeune femme avec un sourire. « Et puis-je vous proposer quelques noix chaudes ou une petite assiette de fruits pour commencer ?»« Des noix seraient idéales. » Claudia acquiesça et partit rapidement préparer la commande, revenant quelques instants plus tard avec une flûte de champagne pétillant et une petite assiette en porcelaine remplie de noix chaudes. « Voilà pour vous. N'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre. » Le contraste entre cette interaction et celle que Claudia avait eue avec Derek était frappant. Et la femme assise en face de lui semblait l'avoir remarqué aussi. Son regard passa de Claudia à Derek, son front légèrement plissé d'incompréhension. L'avion fut repoussé de la porte d'embarquement, et la voix du capitaine retentit dans les haut-parleurs pour souhaiter la bienvenue aux passagers et annoncer la durée du vol vers New York. Alors que la démonstration de sécurité commençait, Derek referma sa tablette et la rangea dans la pochette du siège, se préparant pour le décollage. Une fois en vol et le signal de la ceinture éteint, l'équipage commença le service à bord. Claudia se déplaçait dans la cabine de première classe avec un chariot, distribuant des serviettes chaudes et prenant les commandes des repas des passagers.
Lorsqu'elle arriva à la rangée de Derek, son attitude changea. Le sourire professionnel qu'elle avait réservé aux autres disparus, remplacé par une expression froide et distante. Sans lui proposer de serviette chaude, elle passa au passager suivant, l'ignorant délibérément. Quelques minutes plus tard, elle revint avec un plateau à la main. En s'approchant du siège de Derek, un sourire sarcastique se dessina au coin de sa bouche. Elle déposa une petite assiette contenant une simple tranche de pain sec et un gobelet en plastique d'eau. « Voilà pour vous, » dit-elle, sa voix teintée d'un ton moqueur. « Ce repas vous convient parfaitement. » Le commentaire résonna dans l'air, son sens on ne peut plus clair. Un silence choqué s'installa autour. La femme en face releva brusquement la tête, l'air horrifié. Un homme d'âge moyen, assis une rangée devant, tourna légèrement la tête, un rire nerveux s'échappant de ses lèvres avant qu'il ne se retourne rapidement. Derek fixait l'assiette, gardant une expression maîtrisée. Des années à naviguer dans le monde des affaires en tant qu'homme noir lui avaient appris à contrôler ses réactions avec précision, à ne jamais offrir à ceux qui cherchent à le provoquer le plaisir de le voir perdre son calme. « Est-ce le repas standard en première classe » demanda-t-il calmement, la voix posée. Claudia haussa les épaules, feignant l'innocence. « Nous avons manqué d'options. » Le mensonge était évident. Elle n'avait même pas pris la peine de vérifier la carte des repas ni de lui proposer un choix. De l'autre côté de l'allée, la femme blonde lança. « Excusez-moi. » Sa voix trancha l'atmosphère tendue. Claudia se retourna, son visage reprenant aussitôt son masque professionnel. « Oui, mademoiselle? Que puis-je faire pour vous? »« Puis-je voir le menu, s'il vous plaît ?» demanda la femme. « Bien sûr. » Claudia alla chercher une carte et la lui remit avec un sourire. Après un coup d'œil au menu, la femme releva les yeux vers elle. « Pourquoi ne lui en avez-vous pas donné un » dit-elle en désignant Derek. Le sourire de Claudia se crispa. « Certaines personnes ne semblent pas apprécier la grande cuisine, » répondit-elle froidement, laissant clairement entendre ce qu'elle pensait. Les yeux de la femme s'écarquillèrent de stupeur. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Dererick sortit son téléphone. Discrètement, il ouvrit l'appareil photo et prit une photo du pain et de l'eau devant lui, puis il orienta l'objectif vers le badge de Claudia. En remarquant ses gestes, l'expression de Claudia vacilla un instant, incertaine, avant de se durcir à nouveau. « Il est déconseillé de prendre des photos du personnel, » dit-elle. Derek ne répondit pas. Il ouvrit son application de messagerie et envoya les photos accompagnées d'un simple message. « Assurez-vous de surveiller ce vol. » Le message fut envoyé à Harper, son assistante, qui comprendrait exactement quoi faire. Ce n'était pas la première fois que Derek documentait ce type de traitement, mais c'était peut-être l'un des exemples les plus flagrants depuis des années. Alors que Claudia s'éloignait, la femme en face de Derek se pencha vers lui. « Je n'arrive pas à croire ce qu'il vient de se passer, » dit-elle à voix basse. C'était complètement inapproprié. Derek lui fit un petit signe de tête, reconnaissant. « Merci de l'avoir remarqué, » répondit-il simplement. « Je m'appelle Emily, au fait, » dit-elle en lui tendant la main à travers l'allée. « Derek Patterson, » répondit-il, acceptant la poignée de main. Emily sembla vouloir ajouter quelque chose, mais à ce moment-là, Claudia revint avec une assiette fumante de filets mignons accompagnée de légumes rôtis et d'un verre de vin rouge. « Votre repas, mademoiselle, » dit Claudia aimablement en posant le plateau devant Emily. « Puis-je vous apporter autre chose ?» Emily jeta un regard au pain sec de Derek, puis à Claudia. « En fait, oui. J'aimerais savoir pourquoi ce monsieur n'a pas eu droit au même choix de repas que tous les autres passagers de première classe. » Le sourire de Claudia se figea. « Comme je l'ai dit, nous manquons de certaines options. »« Vraiment ?» répondit Emily, sceptique. « Parce que je vous ai vu servir exactement le même plat à quelqu'un 3 rangées derrière. » Les joues de Claudia rosirent légèrement. « Je vais voir s'il reste quelque chose, » dit-elle sèchement avant de s'éloigner. Emily se tourna de nouveau vers Derek, l'air désolé. « Je suis désolé que vous ayez à vivre ça. »« Malheureusement, ce n'est pas rare, » répondit Derek, assez bas pour qu'elle seule l'entende. « Mais cette fois, c'est documenté. » Emily hocha la tête, une lueur de compréhension dans les yeux. « Tant mieux. » Derek jeta un œil à son téléphone, qui venait de vibrer avec un message entrant de Harper. « Reçu. Les équipes de sécurité surveillent. Continuez à documenter. » Il rangea le téléphone dans sa poche,
ressentant un mélange étrange d'émotions. Il y avait l'indignation familière, le poids d'un nouvel incident à ajouter à une vie marquée par ce genre d'expérience. Mais en dessous, il y avait autre chose, une certitude calme que, cette fois, ce serait différent. Demain, après la finalisation de la fusion, Derek ne serait plus seulement un passager de première classe que des agents comme Claudia pouvaient traiter avec mépris en toute impunité. Il deviendrait un actionnaire majeur de la compagnie qui les employait. La dynamique de pouvoir allait radicalement changer. Alors que le vol se poursuivait, Claudia ne fit aucun effort pour corriger son comportement. Elle servait des repas élaborés, remplissait les verres des autres passagers et évitait soigneusement de croiser le regard de Derek. Lars, l'autre membre d'équipage qui avait assisté aux échanges sans intervenir, jetait parfois un coup d'œil vers Derek avec ce qui ressemblait à de la gêne, mais lui non plus ne fit rien pour corriger la situation. Le pain sec et l'eau restaient intacts sur la tablette de Derek, témoin silencieux du traitement qu'il avait subi. Plusieurs passagers jetaient des coups d'œil à ce maigre repas avec étonnement ou inquiétude, mais détournaient vite les yeux lorsqu'ils voyaient qui les avait remarqués. Émilie, en revanche, ne cacha pas son indignation. Elle mangeait lentement, jetant fréquemment des regards à Derek, ses expressions oscillant entre la sympathie et la colère. Quand Claudia revint chercher son plateau vide, Émilie demanda délibérément. « Le monsieur en face a-t-il enfin reçu un repas digne de ce nom ?» Le sourire de Claudia était tendu. « Je vais vérifier à nouveau, » dit-elle, bien que son ton trahissait son intention réelle. Alors que l'avion atteignait la moitié de son trajet, le téléphone de Derek vibra de nouveau. Cette fois, c'était un message d'un autre membre de son équipe exécutive. Tous les systèmes surveillent le vol EA 1.28. Accès aux caméras vidéo activées. Documentation en cours. Dererik esquissa un léger sourire. Lorsque cet avion atterrirait à New York, chaque minute du comportement de Claudia serait enregistrée, chaque affront horodaté. Les documents de la fusion attendaient sa signature. Demain semblait soudain avoir encore plus de signification. Il regarda par la fenêtre les nuages en dessous, songeant à ce que sa fille lui avait demandé ce matin. Mieux. Oui, il avait promis. Les choses iraient mieux. Pas seulement pour lui, mais pour tous ceux qui s'étaient déjà sentis traités comme des moins que rien à cause des préjugés des autres. Le vol continua, tout comme les manifestations subtiles et moins subtiles de discrimination. Mais Derek resta calme, recueillant les preuves et attendant son heure. Dans moins de 24 heures, le vrai voyage commencerait, un voyage vers la responsabilité et le changement. Les légumes parfaitement cuits, accompagnés de grands vins servis dans de véritables verres, créaient un contraste saisissant avec le pain sec et le verre d'eau posé devant Dererik. Claudia progressait méthodiquement dans la cabine, évitant soigneusement la rangée de Dererik à chaque passage. Les autres membres de l'équipage suivaient son exemple, évitant tout contact visuel avec lui comme s'il était invisible. Émilie, incapable de contenir sa frustration plus longtemps, se pencha vers lui à travers l'allée. « J'ai vu ce qui s'est passé, » murmura-t-elle. « Ce n'était pas juste. Est-ce que ça va ?» Dererik lui adressa un petit sourire reconnaissant. « J'ai déjà vu pire, » répondit-il doucement. « Mais cette fois, tout est documenté. » Un homme aux cheveux argentés assis devant eux se tourna légèrement, ayant entendu leur échange. Il devait avoir la soixantaine, portait un costume coûteux et des boutons de manchette dorés qui reflétaient la lumière à chaque mouvement. Il observa Derek avec une curiosité à peine voilée. « Excusez-moi, » dit-il d'une voix confiante, celle de quelqu'un habitué à la richesse et au pouvoir. « J'ai entendu par hasard. Que faites-vous dans la vie, jeune homme ?» La question, bien que formulée poliment, portait en elle une attente, que Dererik justifie sa présence en première classe. Il reconnaissait ce genre d'homme immédiatement, l'argent ancien, probablement de la côte est, habitué à une hiérarchie sociale où les gens qui lui ressemblaient n'avaient pas leur place. « Je dirige une petite entreprise tech, » répondit simplement Dererik, ni sur la défensive ni désireux d'impressionner. Les sourcils de l'homme se haussèrent légèrement. « Oh, les start-up !»« Mignon !» répondit-il d'un ton condescendant, comme s'il lui tapotait la tête mentalement. « Je suis Charles Kessler, dans la banque, » ajouta-t-il, comme si cela suffisait à établir sa supériorité. « Derek Patterson, » répondit-il d'un hochement poli, sans en dire plus. « Qu'il garde ses suppositions. » Kessler se tourna vers son verre, satisfait de l'avoir classé dans une case, insignifiant. Son mépris alourdissait encore davantage l'atmosphère déjà tendue. Depuis la cuisine,
Derek entendit les murmures de l'équipage. Il n'était pas aussi discret qu'il le pensait, ou bien il s'en fichait qu'il entende. « Le gars de l'écho attend toujours un vrai repas, » dit l'un, suivi de rires étouffés. « Il n'est peut-être pas habitué à notre menu, » répondit un autre. Il s'attendait sûrement à du poulet frit. Ce racisme ordinaire fit serrer la mâchoire de Dererick, qu'il relâcha aussitôt volontairement. Il appuya discrètement sur le bouton enregistrement de son téléphone, capturant chaque mot. Chaque insulte s'ajoutait au dossier. Son téléphone vibra à nouveau, un message de Harper. Les équipes de sécurité sont en place à JFK. Tout se déroule comme prévu. Dererick répondit rapidement. Mieux que prévu. Ils écrivent eux-mêmes leur chute. Le son de la notification attira l'attention de Claudia. Elle s'arrêta près de lui, son regard se posant sur son téléphone. « Monsieur, je dois vous demander de passer votre téléphone en mode avion, pour des raisons de sécurité, » dit-elle avec une autorité nouvelle. « Il est en mode avion, » répondit calmement Dererick. « Je consulte simplement des documents. »« Je vais devoir vérifier, » insista-t-elle en tendant la main. Derek la fixa droit dans les yeux. « Ce n'est pas dans vos attributions, » déclara-t-il calmement mais fermement. Les règlements de la FAA autorisent l'utilisation d'appareils en mode avion, mais ne vous donnent pas le droit de fouiller les biens personnels sans raison valable. Je connais les lois sur la vie privée à bord. L'expression de Claudia se durcit, mais elle retira sa main. En s'éloignant, elle marmonna quelque chose pas assez doucement. Derek entendit chaque mot, et son application d'enregistrement aussi. Quelques minutes plus tard, Lars, le second agent de bord, s'approcha de lui avec ce qui semblait être une tentative de sourire amical. Il se pencha légèrement, parlant à voix basse. « Désolé pour tout à l'heure, » dit-il, jetant un œil nerveux vers Claudia. Elle devient possessive avec certains passagers. Le mot « certain » était lourd de sens. Il voulait éviter de dire quelque chose d'explicite. Derek le regarda dans les yeux, son regard inébranlable. « Et pourtant, vous continuez à servir à ses côtés, » dit-il simplement. « C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. » Les mots tombèrent comme une gifle. Lars pâlit et se redressa brusquement, visiblement secoué par cette confrontation directe. Il retourna sans un mot dans la cuisine. Émilie, qui avait tout vu, acquiesça légèrement vers Dererick. Les témoins passifs, parfois pires que les coupables. Et bien plus fréquents, ajouta doucement Derek. Le haut-parleur de la cabine grésilla. « Mesdames et messieurs, ici le commandant Holland. Nous volons à 36 000 pieds d'altitude avec un ciel dégagé. L'arrivée à New York est prévue à l'heure. Température actuelle, 20 degrés Celsius. Nous amorcerons notre descente dans environ 40 minutes. En attendant, détendez-vous et profitez du vol. » En entendant ce nom, le visage de Dererick changea. Ses sourcils se froncèrent légèrement. Holland. Un nom qu'il connaissait bien, et pas en bien. Il avait spécifiquement demandé que ce pilote ne soit pas affecté à ce vol, après un audit qualité anonyme organisé en secret. Le fait qu'il soit aux commandes indiquait soit une négligence, soit une volonté délibérée de saboter le vol. Nouveau message de Harper. Capitaine confirmé, Holland James. 3 plaintes passées enterrées par les RH. Reçu. Continuez la surveillance de tous les canaux, répondit-il. En rangeant son téléphone, il croisa le regard froid et calculateur de Claudia depuis le galéi. Elle murmura quelque chose à Lars, qui jeta un coup d'œil à Derek avant de détourner les yeux. Leur nervosité était flagrante, exactement ce qu'il avait prévu. Le vol se poursuivait, et les masques tombaient peu à peu. Charles Kessler commanda un autre scotch et devenait de plus en plus bruyant. Il engagea la conversation avec un autre passager blanc d'un certain âge de l'autre côté de l'allée. « Voyager n'est plus ce que c'était », lança Kessler, assez fort pour que Derek l'entende. « Il laisse n'importe qui en première classe maintenant, tant qu'il cumule assez de miles. »« Les standards ont bien changé, » répondit son ami. « À mon époque, la clientèle avait un certain standing. Le racisme à peine dissimulé n'échappait à personne. Émilie était visiblement esséurée, tandis que Dererick gardait son calme, absorbé dans ses documents comme s'il n'avait rien entendu. L'avion entama sa descente vers New York. Les pièces du plan de Dererick s'imbriquaient parfaitement. Demain, la fusion serait annoncée, et avec elle,
un règlement de compte que personne ici ne voyait venir. Un règlement déclenché dès l'instant où Claudia avait posé ce pain sec et ce verre d'eau devant lui. La justice, pensa Derek, arrive parfois à son rythme. Mais elle arrive toujours. La justice finit toujours par arriver. Alors que le capitaine annonçait le début de la descente vers New York, Derek sortit discrètement sa tablette de la pochette du siège. Tandis que les autres passagers rangeaient leurs affaires, il ouvrit une application sans nom, simplement représentée par une icône bleue avec une ligne de pouls blanche. Il entra un mot de passe complexe, suivi d'un scan d'empreinte digitale. L'écran clignota brièvement avant de charger une interface minimaliste et élégante intitulée Skypulse, un système propriétaire développé par son entreprise pour surveiller les opérations aériennes. Le public connaissait Orion Jet Technologies principalement comme un fournisseur de logiciels de gestion de vol, mais en réalité, la portée de la société allait bien plus loin dans les opérations aériennes que ce que la majorité imaginait. En quelques tapotements discrets, Derek accéda à un réseau privé connecté directement au système interne de la compagnie aérienne. L'écran se remplit de données défilantes, plans de vol, affectation d'équipage, journaux de maintenance, et surtout, dans le contexte actuel, dossier du personnel. Un champ de recherche apparut. Derek tapa vol Narbor EA 1428, et l'écran afficha toutes les informations concernant ce vol, y compris les profils complets de chaque membre d'équipage à bord. Ses yeux se rétrécirent en parcourant les données, se concentrant sur 2 noms en particulier, Claudia Reynolds, chef de cabine, et James Holland, le commandant de bord. Ce qu'il découvrit confirma ses soupçons. Les dossiers des 2 employés contenaient plusieurs signalements passés d'incidents discriminatoires et de plaintes clients, tous classés comme résolus ou inconclusifs, avec des sanctions minimes. Il y avait un motif clair, systématiquement ignoré par la direction. Derek ouvrit le dossier de Claudia et consulta les détails. 3 plaintes formelles rien que l'année dernière, toutes déposées par des passagers de couleur, toutes commodément rejetées pour cause de preuves insuffisantes ou mal entendues. L'un des passagers avait même fourni une preuve vidéo, jugée non concluante par le comité de révision. Le dossier du capitaine Holland n'était pas plus rassurant. 2 incidents où il avait refusé d'appeler des copilotes féminines par leur grade officiel. Une plainte pour des propos déplacés sur un passager musulman, entendu par un collègue. Et un avertissement formel pour communication non professionnelle avec du personnel au sol issu de minorités. Aucun de ces incidents n'avait mené à des conséquences sérieuses. Tout avait été balayé sous le tapis par une culture d'entreprise qui préférait protéger ses membres plutôt que de traiter les problèmes systémiques. En lisant ces dossiers, Derek se rappela une réunion du conseil d'administration à laquelle il avait assisté 4 mois plus tôt. Il y était en tant que partenaire silencieux lors des premières discussions d'acquisition. Sa présence n'était connue que du PDG et de quelques hauts dirigeants. Le chef des ressources humaines y avait fièrement affirmé que la compagnie maîtrisait les questions d'inclusivité, se vantant d'avoir les meilleures initiatives en matière de diversité de l'industrie. Derek avait douté à l'époque, mais avait préféré juger par lui-même. Maintenant, avec les preuves entre les mains, ses doutes étaient confirmés. Le problème n'était pas quelques individus. Il était institutionnel, systémique, et réclamait une correction urgente. Une notification apparut sur son écran, un flux vidéo en direct des caméras de sécurité de la cabine, accessible uniquement par les personnes disposant des autorisations les plus élevées. Derek avait ces autorisations, bien que l'équipage n'aurait jamais imaginé qu'un passager y ait accès. À travers la vidéo, il voyait Claudia dans la cuisine de bord, chuchotant à une autre hôtesse tout en jetant régulièrement des regards dans sa direction. Leur langage corporel était tendu, conspirateur. L'autre hôtesse semblait mal à l'aise, mais acquiesçait. Derek nota l'heure. Encore des preuves, toutes utiles pour la suite. Le signal de ceinture s'alluma avec un ding discret, et une alerte de turbulence apparut sur l'application Skypulse quelques secondes avant l'annonce du capitaine. L'avion commença à subir quelques secousses. Claudia passa dans l'allée pour vérifier que les ceintures étaient bouclées. Quand elle arriva à la rangée de Dererick, son professionnalisme disparut complètement. Ceinture. Maintenant. Lança-t-elle sèchement, d'un ton condescendant, assez fort pour que toute la cabine entende. Elle s'adressa à lui comme à un enfant désobéissant, et non à un passager de première classe. Derek obéit calmement, en la regardant droit dans les yeux. Il attacha sa ceinture avec un clic volontaire. « Merci pour le rappel », dit-il d'un ton égal. Claudia s'éloigna, et Derek lança discrètement l'enregistrement vocal sur son téléphone. Chaque interaction était désormais documentée, pas seulement dans sa mémoire, mais par des preuves concrètes.
Les turbulences s'intensifièrent légèrement. Charles Kessler, désormais à son troisième scotch, leva la main pour appeler une hôtesse. Lars arriva rapidement. « Encore un verre, mon brave, » dit Kessler d'une voix forte. « Et dites-moi, c'est quoi l'histoire avec notre ami là-bas » dit-il en pointant Derek sans aucune discrétion. Il n'a pas vraiment le profil habituel, pas vrai? Lars parut gêné, mais répondit avec un sourire forcé. « Désolé, monsieur, je ne peux pas servir d'alcool supplémentaire pendant les turbulences. » Ordre du capitaine. Kessler fit un geste agacé. « Très bien, très bien. Mais avouez que c'est inhabituel. Il a probablement utilisé ses points de fidélité ou quelque chose comme ça. Ces embauches pour la diversité ont tous les avantages de nos jours. » Le commentaire était clairement destiné à être entendu. Depuis le galéi, le rire étouffé de Claudia parvint jusqu'à Derek, capté parfaitement par l'enregistreur de son téléphone. Émilie, qui observait en silence, finit par intervenir. « C'est répugnant, » dit-elle fermement. « Vous vous entendez parler ?» Kessler, surpris, se retourna. Il ne s'attendait visiblement pas à être repris. « Je ne fais que discuter, jeune fille. Pas besoin de s'énerver. Ce n'est pas une discussion quand vous faites des suppositions racistes sur un autre passager, » répliqua Émilie. « C'est du racisme, et c'est pathétique. » Claudia sortit du galéi, visiblement irritée. « Mademoiselle, je vais vous demander de baisser d'un ton. Nous devons garder un environnement calme. » Émilie haussa les sourcils. « Donc ses propos à lui sont acceptables, mais mon objection est un problème ? Vous ne pouvez pas contrôler ce que ressentent les gens. Vous ne pouvez pas contrôler comment les gens se sentent, » répondit Claudia avec une hostilité à peine masquée. Derek, silencieux jusque-là, parla enfin. Sa voix était calme, mais nette, et se propagea facilement dans la cabine tendue. En réalité, la discrimination enfreint le code de conduite de la FAA, section 382, dit-il posément. Ce code interdit spécifiquement aux compagnies aériennes et à leurs employés de discriminer les passagers en fonction de leur race, couleur, origine nationale, religion, sexe ou ascendance. Le silence tomba. Tous les regards se tournèrent vers Derek, qui resta impassible malgré l'attention générale. Le visage de Claudia se colora de colère. « Vous pensez qu'en citant des lois, vous avez raison ?» demanda-t-elle, son masque professionnel complètement tombé. Claudia passa dans l'allée pour vérifier que les ceintures étaient bouclées. Quand elle arriva à la rangée de Dererick, son professionnalisme disparut complètement. « Ceinture. Maintenant. » lança-t-elle sèchement, d'un ton condescendant, assez fort pour que toute la cabine entende. Elle s'adressa à lui comme à un enfant désobéissant, et non à un passager de première classe. Derek obéit calmement, en la regardant droit dans les yeux. Il attacha sa ceinture avec un clic volontaire. « Merci pour le rappel, » dit-il d'un ton égal. Claudia s'éloigna, et Derek lança discrètement l'enregistrement vocal sur son téléphone. Chaque interaction était désormais documentée, pas seulement dans sa mémoire, mais par des preuves concrètes. Les turbulences s'intensifièrent légèrement. Charles Kessler, désormais à son troisième scotch, leva la main pour appeler une hôtesse. Lars arriva rapidement. « Encore un verre, mon brave, » dit Kessler d'une voix forte. « Et dites-moi, c'est quoi l'histoire avec notre ami là-bas » dit-il en pointant Derek sans aucune discrétion. Il n'a pas vraiment le profil habituel, pas vrai? Lars parut gêné, mais répondit avec un sourire forcé. « Désolé, monsieur, je ne peux pas servir d'alcool supplémentaire pendant les turbulences. » Ordre du capitaine. Kessler fit un geste agacé. « Très bien, très bien. Mais avouez que c'est inhabituel. Il a probablement utilisé ses points de fidélité ou quelque chose comme ça. Ces embauches pour la diversité ont tous les avantages de nos jours. » Le commentaire était clairement destiné à être entendu. Depuis le galéi, le rire étouffé de Claudia parvint jusqu'à Derek, capté parfaitement par l'enregistreur de son téléphone. Émilie, qui observait en silence, finit par intervenir. « C'est répugnant, » dit-elle fermement. « Vous vous entendez parler ?» Kessler, surpris, se retourna. Il ne s'attendait visiblement pas à être repris. « Je ne fais que discuter, jeune fille. Pas besoin de s'énerver. Ce n'est pas une discussion quand vous faites des suppositions racistes sur un autre passager, » répliqua Émilie. «
C'est du racisme, et c'est pathétique. Claudia sortit du Galéi, visiblement irritée. Mademoiselle, je vais vous demander de baisser d'un ton. Nous devons garder un environnement calme. Émilie haussa les sourcils. Donc ses propos à lui sont acceptables, mais mon objection est un problème? Vous ne pouvez pas contrôler ce que ressentent les gens. Vous ne pouvez pas contrôler comment les gens se sentent, répondit Claudia avec une hostilité à peine masquée. Derek, silencieux jusque-là, parla enfin. Sa voix était calme, mais nette, et se propagea facilement dans la cabine tendue. En réalité, la discrimination enfreint le code de conduite de la FAA, section 382, dit-il posément. Ce code interdit spécifiquement aux compagnies aériennes et à leurs employés de discriminer les passagers en fonction de leur race, couleur, origine nationale, religion, sexe ou ascendance. Le silence tomba. Tous les regards se tournèrent vers Derek, qui resta impassible malgré l'attention générale. Le visage de Claudia se colora de colère. « Vous pensez qu'en citant des lois, vous avez raison ?» demanda-t-elle, son masque professionnel complètement tombé. Derek, silencieux jusque-là, parla enfin. Sa voix était calme, mais nette, et se propagea facilement dans la cabine tendue. En réalité, la discrimination enfreint le code de conduite de la FAA, section 382, dit-il posément. Ce code interdit spécifiquement aux compagnies aériennes et à leurs employés de discriminer les passagers en fonction de leur race, couleur, origine nationale, religion, sexe ou ascendance. Le silence tomba. Tous les regards se tournèrent vers Derek, qui resta impassible malgré l'attention générale. Le visage de Claudia se colora de colère. « Vous pensez qu'en citant des lois, vous avez raison ?» demanda-t-elle, son masque professionnel complètement tombé. Derek esquissa un petit sourire, pas moqueur, mais confiant. « Non, répondit-il simplement. Mais la personne qui a écrit ces lois, c'est moi. » La déclaration résonna dans toute la cabine. Un silence puissant s'installa, laissant entrevoir que les règles du jeu venaient de changer. Claudia posa son regard sur Derek, manifestement confuse, tentant de comprendre ses mots. Peu à peu, une lueur de reconnaissance traversa son visage. Elle réalisait qu'elle avait gravement sous-estimé la situation. Lars, à proximité, observait Derek et Claudia, visiblement mal à l'aise. Émilie, de son côté, suivait la scène avec attention, comprenant enfin que Derek Patterson n'était pas celui qu'on croyait. Kesley, muet, regardait Derek avec un mélange de fatigue et d'incertitude, celle de quelqu'un qui a sous-estimé un adversaire. L'avion entamait sa descente vers New York, et la vue de la ville s'allumait sous le crépuscule. Mais dans la cabine régnait une autre lumière, celle de la prise de conscience que le pouvoir ne réside pas toujours là où on l'imagine. Claudia tourna brusquement et se précipita vers le Galéi, visiblement en colère. Derek l'observa attraper une tablette et taper furieusement, il savait ce qu'elle faisait. Elle cherchait son nom dans la base de données du personnel. 3, 2, 1. Son visage blanchit. Derek Patterson, PDG d'Orion Jet Technologies, futur dirigeant de la fusion, la femme comprit qu'elle avait bafoué le passager qui allait désormais avoir un poids considérable sur ses décisions professionnelles. Elle se remémora un email reçu une semaine plus tôt, mentionnant des mesures d'assurance qualité durant la transition, et elle venait de jouer un rôle dans cette évaluation anonyme orchestrée par Derek. Claudia murmura à Lars, qui posa sur Derek un regard chargé de compréhension et de crainte. L'équipage apprit rapidement la nouvelle, et leur comportement changea radicalement. Claudia revint auprès de Derek, arborant un sourire crispé. « Monsieur Patterson, puis-je vous offrir une flûte de champagne ?»« Ce n'est plus la peine de jouer un rôle, » répondit Derek calmement. « Ce qui est fait est fait. » Kesley, intrigué, se pencha vers lui. « Patterson ? Vous êtes ce Derek Patterson ? Le magnate de la tech ?» Kesley, qu'il avait qualifié de mignon dans la matinée, le regardait maintenant avec reconnaissance immédiate. Il tendit la main pour se présenter, mais voyant la froideur du regard de Derek, la retira rapidement, dégonflé. Dans le cockpit, le capitaine Holland reçut un message indiquant « Priority, PSGR 2 à égal des Patterson, PDG d'Orion Jet, situation critique. » Holland marmonna. « J'aurais dû l'enlever de ce vol avant le décollage. Ça va être un désastre. » Son copilote, Thomas Parker, demanda « Que se passe-t-il ? Qui est-il ?»« L'homme qui va posséder la moitié de cette compagnie, » répondit Holland en fronçant les sourcils.
Parker se souvint du pain sec et de l'eau, choqué. C'est celui-là, Jésus, qui a autorisé son affectation à ce vol. Dans la cabine, un message de Harper arriva. Nous venons de récupérer les vidéos de sécurité. C'est pire que prévu, multiples violations, comportements discriminatoires avérés. Les avocats préparent un dossier. Derek répondit. Compilé. Envoyé au juridique et au PR. Emily, toujours attentive, se pencha vers lui. Je suis journaliste. Avec mon média. Puis-je vous interviewer à chaud sur ce que j'ai vu? Derek réfléchit puis répondit. Pas encore. Laissez-les creuser d'abord. Elle acquiesça. Parfois, le meilleur moyen est de laisser quelqu'un se pendre tout seul avec sa propre corde. L'atmosphère dans la cabine était palpable. Les membres d'équipage qui l'ignoraient plus tôt se précipitaient maintenant pour lui proposer coussin, snack digne d'un service premium qu'il refusait poliment. Claudia, particulièrement, semblait gagner en nervosité. Ses mains tremblaient alors qu'elle posait un verre d'eau près de lui et consultait sa tablette affichant son profil avec ses parts dans l'entreprise aérienne. À ce moment, une autre alerte apparut sur la tablette. Une vidéo prise par un passager, montrant le moment du pain et de l'eau, a déjà fait le buzz sur les réseaux sociaux. Le hashtag #YourBreadAndWaterFlight commençait à circuler, la réputation de la compagnie aérienne en plein effondrement. Claudia s'approcha encore. « Monsieur Patterson, je ne savais pas qui vous étiez. » Derek la fixa calmement. « C'est exactement le problème. » Ce silence en disait long. Son rang, sa richesse, son influence ne devraient pas conditionner la façon dont on vous traite. Cette leçon était amplement enregistrée. Alors que l'avion continuait sa descente vers JFK et que les lumières de la ville s'embrasaient en dessous, Derek contempla l'horizon avec une émotion complexe, la vieille douleur de la discrimination, mais aussi un sentiment de revanche. Demain, après la fusion, il aurait le pouvoir de garantir qu'un tel traitement ne se répète jamais. Il avait les preuves, la position et la volonté. Tout était prêt. L'atterrissage et ses conséquences finales approchaient. « C'est trop tard pour ça », répondit Lars. Mais Claudia était déjà retournée dans la cabine, un sourire forcé collé au visage. Elle s'approcha du siège de Derek, tenant une flûte de champagne sur un petit plateau en argent. « Monsieur Patterson, » dit-elle d'une voix artificiellement enjouée, « j'aimerais vous offrir notre meilleur champagne. » Derek leva les yeux de sa tablette, son expression resta neutre, ne trahissant ni colère ni satisfaction face à son malaise évident. « Inutile d'en faire des tonnes maintenant, » répondit-il calmement, refusant l'offre d'un simple geste. « Ce qui est fait est fait. » La tonalité définitive de ces mots fit frissonner Claudia. Il n'y aurait pas de voie facile vers la rédemption, aucun correctif rapide pour ce qui s'était passé. De l'autre côté de l'allée, Charles Kessler se pencha brusquement en avant, son mépris initial remplacé par une reconnaissance soudaine et fébrile. « Attendez, vous êtes le Derek Patterson. » Sa voix trahissait l'incrédulité mêlée à la panique d'un homme réalisant qu'il avait gravement mal jugé la situation. L'investisseur tech? Celui derrière l'acquisition de Miller l'année dernière? Derek tourna légèrement la tête vers Kessler, mais resta silencieux, laissant l'homme s'enfoncer dans son propre malaise. Charles Kessler, Eastland Banking, poursuivit-il en tendant la main par-dessus l'allée. Je pense qu'on a des contacts communs dans la finance. Wilson, chez Goldman, parlait justement de vous la semaine dernière. On devrait discuter un de ces jours. Derek jeta un œil à la main tendue, mais ne fit aucun geste pour la serrer. Après un moment gênant, Kessler la retira, visiblement dégonflé. Dans le cockpit, le capitaine Holland venait de recevoir le message urgent de Claudia sur l'identité du passager en première classe. Son visage buriné se crispa en lisant la notification. « J'aurais dû le faire débarquer avant le décollage », marmonna-t-il à son copilote, Frank Wilson. « Ça va être un désastre. » Wilson, un trentenaire, sembla perplexe. « Qu'est-ce qui se passe? C'est qui ce gars? » « L'homme qui va posséder la moitié de cette compagnie, » répondit Holland d'un ton sombre. « Et apparemment, Reynolds lui a offert un traitement très spécial. » Les yeux de Wilson s'écarquillèrent. Le coup du pain et de l'eau? C'était lui? Il secoua la tête, abasourdi. « Seigneur, qui a validé son affectation sur ce vol? » Holland ne répondit pas tout de suite, concentré sur l'ajustement de la trajectoire vers JFK. Après un instant, il reprit d'une voix plus basse. «
Il reste peut-être une chance de limiter les dégâts. Ces gens-là, ils répondent bien à la bonne approche. Un mot d'excuse personnelle de ma part pourrait calmer les choses. Wilson sembla sceptique, mais ne dit rien et retourna à ses instruments. De retour dans la cabine, Derek reçut un nouveau message de Harper. Nous venons de récupérer les images de sécurité de la cabine. C'est pire que prévu. Violations multiples. Comportement discriminatoire évident de plusieurs membres d'équipage. Le service juridique prépare un dossier. Derek répondit brièvement. Compilé. Envoyé au juridique et au service communication. Il rangea son téléphone. Émilie se pencha de nouveau par-dessus l'allée. Je suis journaliste, dit-elle doucement. Avec The Post. Puis-je vous parler officiellement de ce que j'ai vu aujourd'hui? Derek la dévisagea, percevant à présent dans son regard la vigilance d'une professionnelle. Elle n'avait pas simplement été une spectatrice compatissante. Elle avait observé chaque détail en tant que journaliste. Pas encore, répondit-il finalement. Laissons-les creuser. Émilie hocha la tête, comprenant la valeur stratégique de la patience. Très bien. Mais quand vous serez prêt, j'aimerais aider à raconter cette histoire comme il se doit. L'atmosphère dans la cabine avait changé du tout au tout. Les membres d'équipage qui ignoraient auparavant Derek se succédaient désormais pour lui proposer oreillers, couvertures et collations haut de gamme qu'il déclinait poliment. Les autres passagers de première classe observaient la scène avec un vif intérêt, tentant de comprendre qui était cet homme et pourquoi l'équipage avait radicalement modifié son comportement envers lui. Claudia tenta une nouvelle approche, visiblement anxieuse. On voyait qu'elle avait pleuré. Son maquillage, bien qu'elle ait tenté de le réparer, était légèrement abîmé. « Monsieur Patterson », murmura-t-elle, presque inaudible. « Je ne savais pas qui vous étiez. » Derek leva les yeux vers elle, sans colère, sans pardon, mais avec une fermeté glaciale. « C'est exactement ça, le problème. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air, plus accablants que n'importe quelle accusation. L'implication était claire. Son comportement aurait été inacceptable peu importe qui il était, son titre, sa richesse ou son influence. Claudia ouvrit la bouche, comme pour répondre, puis la referma. Aucun mot ne vint. Après un silence pesant, elle retourna une fois de plus au Galéi. Derek regarda sa tablette. Une nouvelle notification venait d'apparaître. Une vidéo de l'incident du pain et de l'eau venait d'être mise en ligne sur les réseaux sociaux. Elle gagnait déjà en visibilité. Le hashtag Flying While Black, volé en étant noir, devenait viral, avec des internautes partageant leurs propres expériences de discrimination lors de vols commerciaux. Le cauchemar médiatique de la compagnie aérienne se déroulait en temps réel alors que l'avion poursuivait son trajet vers New York. Harper envoya un autre message. La sécurité de l'entreprise accédait aux communications du capitaine Holland. Il prévoit de venir vous présenter des excuses après l'atterrissage. Le service juridique recommande d'éviter toute conversation privée avec lui. Derek acquiesça mentalement et ajusta sa stratégie. Chaque geste devait désormais être calculé. Chaque échange, documenté pour ce qui allait suivre. La voix du capitaine résonna à travers l'interphone. « Mesdames et messieurs, nous entamons notre descente vers l'aéroport international John F. Kennedy. Il fait beau à New York, avec une température aux alentours de 18 degrés Celsius. Nous devrions atterrir dans environ 20 minutes. Au nom de tout l'équipage, merci d'avoir choisi notre compagnie aujourd'hui. » Les passagers rangèrent leurs affaires et redressèrent leurs sièges. Émilie s'adressa une dernière fois à Derek. « Vous saviez que ça allait se passer comme ça, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, perspicace. « Ce vol, ce n'était pas une coïncidence. » Derek réfléchit, puis répondit calmement. « Disons que je voulais voir les vraies couleurs de cette compagnie avant de finaliser certains accords. »« Et qu'avez-vous trouvé ?» demanda Émilie, doucement. Derek jeta un œil au pain et à l'eau toujours posée sur sa tablette. Un rappel brutal du début de son voyage. Exactement ce que je soupçonnais, un problème culturel à régler depuis le sommet. Alors que l'avion entamait sa dernière approche, Derek reçut un dernier message de Harper. Les équipes de sécurité sont en position à JFK. Les services juridiques et de communication sont prêts. Que souhaitez-vous faire? Derek répondit après un instant. Attendez mon signal.
Je veux voir jusqu'où ça va. Il rangea son téléphone et se prépara à l'atterrissage et à la confrontation qui s'annonçait. La voix du capitaine résonna à nouveau, annonçant la dernière phase de descente. Les lumières de la cabine s'intensifièrent, les hôtesses commencèrent à collecter les derniers objets de service. Derek rangea calmement sa tablette dans son sac et attacha sa ceinture. Par le hublot, il apercevait Manhattan au loin, son horizon illuminé se découpant dans le ciel crépusculaire. En moins de 24 heures, il serait dans une salle de conseil au 52 étage d'une de ces tours étincelantes, finalisant une fusion qui allait bouleverser l'industrie aérienne. Mais d'abord, des comptes restaient à régler. Claudia s'approcha de lui encore une fois, son arrogance initiale complètement remplacée par une anxiété manifeste. Elle se pencha légèrement, baissant la voix pour garder l'intimité. « Monsieur Patterson, voudriez-vous un repas digne de ce nom avant l'atterrissage » demanda-t-elle, sa voix trahissant le désespoir. « Notre chef peut préparer quelque chose de spécial pendant que nous roulons vers la porte. » Derek leva les yeux vers elle, calme mais inflexible. « J'ai déjà mangé, » répondit-il posément, puis ajouta avec gravité, « vos vraies couleurs. » Le coup métaphorique fut précis. Claudia tressaillit, son dernier espoir d'un règlement facile s'évaporant. Elle hocha la tête de façon raide et reprit son chemin, ses gestes devenant mécaniques. Son téléphone vibra avec un nouveau message de Harper. « Legal is prepped. PR is holding the story until you land. Want them fired immediately upon touchdown ?» Il réfléchit. La voie la plus simple était une révocation immédiate, un geste fort contre la discrimination. Mais le problème était systémique, pas individuel. Il répondit. « Way for my word. I want to handle this personally. » Harper répondit instantanément. « Understood. Car will be waiting at the private terminal entrance. » De l'autre côté de l'allée, Emily lui montra discrètement l'écran de son téléphone. Elle avait enregistré l'incident du pain et de l'eau, les remarques de Claudia, les railleries des passagers. La vidéo était accablante. « J'ai tout capté, » confia-t-elle doucement. « Si vous décidez de rendre tout ça public, j'aimerais vous aider à façonner le discours. Il ne s'agit pas d'une simple hôtesse indélicate. C'est une culture qui tolère ce genre de comportement. » Derek acquiesça, pensif. « Sauvegarde tout ça, prépare un communiqué. »« Mais attends mon feu, » ajouta-t-il. Emily hocha la tête et rangea son téléphone tandis que Claudia passait à nouveau. Peu après, Lars, le second agent en service, s'approcha de Derek. Son expression était moins paniquée, plus sincèrement repentante. « Monsieur Patterson, je tenais à m'excuser. Je n'ai pas réagi quand j'aurais dû. J'ai vu ce qui se passait et je suis resté passif. J'aurais dû agir. » Derek l'examina attentivement. Il y avait quelque chose d'authentique dans le regard de Lars que l'apologie de Claudia n'avait pas. « Vous avez encore votre chance, » répondit-il. « Le bon moment viendra. » Lars acquiesça, semblant comprendre, puis retourna à ses fonctions. Dans le cockpit, le capitaine Holland communiquait avec la tour pour confirmer la porte d'arrivée. Ensuite, il passa sur le canal interne. « Tout le monde se tient prêt. On va avoir une tempête au sol. Reynolds, ne dis rien à Patterson sauf le service standard. Wilson, pareil. Je gérerai le sol. » Claudia répondit stressée. « On le garde tranquille jusqu'au débarquement. »« Trop tard pour ça, » rétorqua Holland, le ton sombre. « Juste, ne pas empirer la situation. Et supprimer les logs douteux avant d'arriver à la porte. » Il ignorait que chaque mot était capté non seulement par l'équipage, mais aussi par l'équipe sécurité d'Orion-Jet, via le système installé sur toute la flotte. Un système déployé plusieurs mois plus tôt dans le cadre de l'intégration avant fusion. Alors que l'avion traversait une couche de nuages, Derek reçut une alerte sur son téléphone. Les médias commençaient à relayer l'incident raciste à bord, même avant l'atterrissage. Les réseaux sociaux spéculaient sur la compagnie et le vol concerné. Le temps de répit pour les entreprises n'existait plus, la transparence serait immédiate, et le PR devait être prêt. À l'arrière, dans le Galéi, Claudia tira Lars de côté. « Supprime les logs douteux du service, » lui murmura-t-elle. « Tout ce qui pourrait poser problème. » Lars hésita, coupé entre conscience professionnelle et pression. « Je ne sais pas. Ça pourrait passer pour une tentative de cacher la vérité. »
C'est pire que prévu. Fais-le. Lars acquiesça contre son gré. Mais dès que Claudia tourna le dos, il fit un autre choix. Au lieu de supprimer, il transféra discrètement le log complet et non modifié à l'adresse de Harper. L'avion poursuivit sa descente, et les lumières du tarmac apparurent dans les hublots. Claudia fit une ultime tentative. Elle prépara un dessert haut de gamme, mousse chocolat or et s'en approcha. « Monsieur Patterson », dit-elle en présentant le dessert. Un petit geste avant l'atterrissage. Derek la regarda, posa les yeux sur le plateau. « Ce que vous m'avez offert tout à l'heure, » dit-il calmement en désignant le pain et l'eau intacts, « c'était symbolique. Maintenant, c'est enregistré pour toujours. » Claudia resta figée. Elle comprit que rien ne défaisait ce moment. Elle recula vers le galéi, toujours avec le dessert en main. Le capitaine annonça aux passagers de préparer l'atterrissage. Le train d'atterrissage s'enclencha d'un clinque, l'avion percuta progressivement le sol, pneus sifflants, inverseur activé. Derek resserra sa cravate, inspira profondément. À côté de lui, Émilie lui murmura « Présentons cet avion à la justice. » Lui hocha la tête, un petit sourire naissant. « Je suis prêt quand vous l'êtes. » L'appareil se gara en porte, les moteurs s'arrêtèrent. Son téléphone vibra. Black SUVS and Security Positioned at Gate 37. Private Entrance Arranged, Media Already Gathering. Someone Tipped Them Off. Il répondit. Procède à Planed. ILL Handle the Crew Personally. Par la fenêtre, Derek aperçut les silhouettes des SUV noirs. La sécurité de l'aéroport veillait discrètement. Et l'interphone retentit une dernière fois. Mesdames et messieurs, bienvenue à JFK. Il est 20h47, température 18 degrés C. Restez attachés jusqu'à l'arrêt complet et l'extinction du signal de ceinture. Silence. Puis la conclusion s'annonçait. Derrière les portes, la confrontation, le changement. Le début d'une vraie révolution. Chaleureusement. Au nom de tout notre équipage, je tiens à vous remercier personnellement d'avoir choisi de voler avec nous aujourd'hui. Nous espérons que votre expérience a été agréable. L'ironie de cette déclaration n'échappa à personne en première classe, surtout à ceux qui avaient été témoins des événements. Plusieurs passagers échangèrent des regards pendant qu'Émilie réprimait un petit rire incrédule. Lorsque l'avion s'arrêta enfin à la porte d'embarquement, le signal de la ceinture s'éteignit. Les passagers commencèrent à se lever, récupérant leurs affaires dans les compartiments supérieurs et se préparant à débarquer. Mais Derek resta assis, détendu en apparence, bien que ses yeux demeurassent vigilants, observant les mouvements de l'équipage avec attention. Claudia se tenait près du galéi avant, son visage exprimant un mélange de crainte et de résignation, prête à affronter l'ouverture de la porte. Lars s'était placé à mi-chemin dans l'allée, jetant de temps en temps un regard incertain vers Derek. De son siège, Derek pouvait voir à travers la porte du cockpit, désormais ouverte. Le commandant Holland en sortit, ajustant son uniforme et enfilant sa casquette. Leurs regards se croisèrent brièvement. Les yeux de Holland se plissèrent avant qu'il ne détourne le regard, la mâchoire crispée. L'équipe au sol connecta la passerelle d'embarquement et la porte de la cabine fut désarmée. Mais avant qu'elle ne soit ouverte, Claudia tenta une dernière manœuvre désespérée. Elle griffonna rapidement quelque chose sur une serviette en papier, s'approcha du siège de Derek et y déposa le mot. « Je ne voulais pas vous offenser. » Le message, écrit à la hâte, disait « Veuillez comprendre, c'était un malentendu. » Derek lut le mot, puis le lui rendit sans dire un mot. Lorsqu'elle le reprit à contre-cœur, il parla enfin. L'intention n'efface pas l'impact. Cette phrase simple resta suspendue entre eux. 4 mots qui résumaient tout ce que Claudia n'avait pas compris pendant tout cet incident. Il ne s'agissait pas de ce qu'elle voulait faire, mais de ce qu'elle avait réellement fait, du mal qu'elle avait causé. Avant que Claudia ne puisse répondre, la porte de la cabine s'ouvrit. Mais au lieu de l'habituel agent de porte, ce furent 2 agents de sécurité de l'aéroport qui montèrent à bord. Ils furent suivis par une grande femme noire en tailleur que Derek reconnut immédiatement, Vanessa Mitchell, la directrice de la sécurité de son entreprise. « Monsieur Patterson, » dit-elle en inclinant poliment la tête. « Votre voiture vous attend. »« Merci, Vanessa, » répondit Derek en se levant et en récupérant ses affaires. Il se tourna vers Émilie. « Je crois que vous voudrez venir avec nous, mademoiselle. »« Watson, » répondit-elle.
Emily Watson. Eh oui, j'aimerais. Vanessa s'adressa alors aux agents. Veuillez escorter le commandant James Holland, l'hôtesse Claudia Reynolds et le steward Lars Wilson jusqu'à la salle de conférence privée pour le débriefing. Holland s'avança, le visage rougi par la colère. Attendez une minute. J'ai des procédures post-vol à accomplir. Votre copilote s'en chargera, coupa Vanessa d'un ton calme. Ceci est prioritaire. L'un des agents de sécurité s'approcha du commandant avec une posture qui ne laissait aucun doute. Ce n'était pas une demande. Après un moment de silence tendu, Holland céda, les épaules affaissées. Très bien, grogna-t-il. Finissons-en. Les passagers commencèrent à quitter l'avion, murmurant entre eux, jetant des regards curieux vers Derek et l'équipage. La rumeur s'était propagée rapidement. Quelqu'un d'important était à bord. Quelqu'un qui avait été maltraité, et désormais les conséquences tombaient en direct. Derek s'arrêta à la porte de la cabine, regardant une dernière fois la première classe. Le pain sec et le verre d'eau étaient toujours là, intacts, preuve physique de l'incident, qui allait bientôt devenir le catalyseur d'un changement majeur. Il descendit alors sur la passerelle, où l'attendait Harper, une tablette à la main, prête à le briefer sur la suite. « Tout est en place », dit Harper doucement pendant qu'il marchait. « Les dirigeants sont déjà dans la salle avec les avocats. Le service de communication a préparé 3 déclarations différentes, selon la manière dont vous voulez gérer ça. » Derek hocha la tête, l'esprit déjà tourné vers la confrontation imminente. « Et toute la documentation est sécurisée ?» demanda-t-il. « Tout », confirma Harper. « Vidéo, audio, journaux de bord. Ils n'ont aucun moyen de se défendre. » En arrivant dans le terminal, Derek aperçut des équipes de journalistes positionnées près des sorties principales. Preuve que l'information avait bien fuité dans les médias. Mais Vanessa guida leur groupe vers un couloir latéral, loin des caméras et des badauds. « Prêt pour ça ?» demanda Harper en arrivant devant la salle de conférence où attendaient les dirigeants de la compagnie aérienne. Derek ajusta une dernière fois sa cravate, le regard déterminé. « Je suis prêt depuis toujours. » La porte s'ouvrit, révélant une pièce remplie de dirigeants nerveux, et des 3 membres d'équipage au cœur de l'incident. L'heure de vérité avait sonné. L'avion avait atterri en douceur à JFK. Mais pour Claudia Reynolds, le commandant James Holland et Lars Wilson, la véritable turbulence ne faisait que commencer. « Suivez-nous, s'il vous plaît. Par ici. » Holland s'avança, le visage rouge d'indignation. « En vertu de quelle autorité ? J'ai des procédures post-vol à effectuer. » En vertu de l'autorité de la sécurité aéroportuaire et en coopération avec les autorités fédérales du transport, répondit calmement l'agent. Votre copilote peut s'occuper des procédures. Ceci est prioritaire. La résistance sembla quitter Holland. Il acquiesça avec raideur et suivit les agents vers la sortie. Claudia marchait derrière lui, les épaules affaissées, tandis que Lars fermait la marche, une expression mêlant résignation et soulagement sur le visage, comme si un fardeau porté trop longtemps était enfin levé. Alors que les passagers réguliers commençaient à débarquer, des murmures curieux se répandirent dans la cabine. Beaucoup avaient remarqué la présence de la sécurité, et la rumeur d'un incident important se propagea rapidement. Certains reconnurent Derek grâce à des publications économiques ou des articles sur la tech. D'autres reconstituèrent la situation à partir des bribes de ce qu'ils avaient vu pendant le vol. Emily Watson, la journaliste, resta près de Derek alors qu'il quittait l'avion. « Les spéculations ont déjà commencé », murmura-t-elle en désignant les passagers qui les regardaient. « L'histoire sortira, que vous la contrôliez ou non. »« C'est pour cela que nous devons prendre les devants », répondit Derek calmement. « Le vrai changement demande plus que de renvoyer quelques personnes. Il exige une responsabilité publique. » Alors qu'ils traversaient la passerelle, Harper les attendait à l'entrée du terminal, tablette en main. « Tout est prêt », annonça-t-elle efficacement. « Les dirigeants vous attendent dans la salle de conférence A. Les juristes et l'équipe de communication sont en place. » Derek acquiesça. « Et toutes les preuves sont sécurisées et organisées. Vidéo, enregistrements audio, communications horodatées, tout y est. Nous avons également recueilli les témoignages de 6 passagers ayant assisté aux incidents. » Le petit groupe traversa un couloir privé, évitant le terminal principal où plusieurs équipes de journalistes s'étaient déjà installées. À travers une paroi vitrée,
Derek aperçut des reporters en train d'installer leur matériel, manifestement en attente de quelque chose ou de quelqu'un. « Comment ont-ils été mis au courant aussi vite ?» demanda-t-il. Harper consulta sa tablette. Les réseaux sociaux. La vidéo de la première classe compte déjà plus de 50 000 vues. Le hashtag « Le pain n'est pas un service » est en tendance. Derek prit l'information avec un léger hochement de tête. L'ère numérique avait supprimé le délai qui protégeait autrefois les entreprises d'une reddition de compte immédiate. D'ici le matin, ce serait une véritable crise de relations publiques pour la compagnie aérienne, sauf si elle était bien gérée. Ils arrivèrent dans une vaste salle de conférence où un groupe de dirigeants anxieux en costume onéreux se leva à l'entrée de Dererick. À la tête de la table se trouvait Richard Barton, le PDG de la compagnie aérienne, son assurance habituelle remplacée par une inquiétude visible. « Derek, » commença Barton, en avançant la main. « Je ne peux vous dire à quel point je suis troublé par ce que j'entends. S'il y a eu un malentendu. » « Il n'y a aucun malentendu, Richard, » l'interrompit calmement Derek, serrant la main sans accepter l'excuse. Tout était parfaitement clair. Il désigna les 3 membres d'équipage assis à l'autre bout de la table, des agents de sécurité stationnés discrètement derrière eux. Claudia fixait la surface en bois poli, incapable de croiser un regard. Holland restait droit, la mâchoire crispée dans une attitude de défi, tandis que Lars semblait résigné, mais étrangement calme. « Peut-être devrions-nous en discuter en privé », suggéra Barton, lançant un regard nerveux à Emily Watson, qui avait sorti un carnet. « Mademoiselle Watson est ici à mon invitation », répliqua Derek. En tant que journaliste, elle a été témoin de toute la scène. Sa perspective sera précieuse. Il se plaça au centre de la pièce, sans s'asseoir, se tenant debout là où tous pouvaient le voir. La dynamique de pouvoir était évidente. Derek était en mode PDG, son calme précédent remplacé par l'assurance de celui qui avait bâti Orion Jet Technologies, une entreprise valant plusieurs milliards de dollars. « Je n'ai pas eu besoin de jouer à votre jeu, » dit-il en s'adressant directement aux membres d'équipage. « Je possède le plateau. » La déclaration était simple, mais profonde. Il n'avait pas été impuissant pendant leur maltraitance. Il avait choisi d'observer, de documenter, de constituer un dossier impossible à rejeter ou à minimiser. Harper lui tendit une tablette et il fit défiler plusieurs écrans avant de continuer. « Passons en revue ce qui s'est passé aujourd'hui, voulez-vous » Un par un, il énuméra les violations, sa voix calme mais ferme. Protocole de service discriminatoire. Humiliation ciblée d'un passager sur la base d'un statut perçu. Comportement raciste documenté à plusieurs reprises. Sabotage délibéré de la dignité et du confort d'un passager. Pour chaque accusation, il afficha les preuves correspondantes sur un grand écran en tête de salle. Des captures du système de vidéosurveillance montrant Claudia apportant le pain et l'eau, des enregistrements audio de ses commentaires, des eurodatages de refus de service, et les journaux des communications internes de l'équipage. Le visage de Barton pâlissait à mesure que les preuves s'accumulaient. Plusieurs autres dirigeants remuaient nerveusement sur leur siège, échangeant des regards inquiets. Ce n'était pas simplement un incident de mauvais service. C'était un schéma de comportement systématique qui ne pouvait pas être attribué à une erreur ponctuelle de jugement. Claudia, incapable de se contenir davantage, éclata. « Ce n'était pas que moi. Lars suivait mes instructions. Il est tout autant responsable. » Mais sa tentative de rejeter la faute échoua immédiatement. Lars se redressa dans son siège. « En réalité, dit-il calmement, j'ai quelque chose que vous devriez entendre. » Il sortit son téléphone de sa poche et après quelques manipulations, lança un enregistrement audio. Claudia lui demandant de supprimer des entrées dans le journal de service avant l'atterrissage, suivi de ses remarques sur « Coach Guy » et de son rire face aux propos racistes de Kessler. La pièce devint complètement silencieuse. Même Holland, qui avait gardé une attitude de défi tout au long de la réunion, sembla se dégonfler légèrement. Lars posa son téléphone sur la table. « J'ai documenté ce genre d'incident pendant des mois, » avoua-t-il. « J'avais trop peur de parler jusque-là, mais je ne peux plus faire partie de ça. » Ce témoignage inattendu changea totalement la dynamique de la salle. Ce qui avait commencé comme un incident isolé apparaissait désormais comme un problème récurrent, toléré par la direction de la compagnie aérienne. Holland, sentant l'étau se resserrer, tenta de se dédouaner. « J'étais dans le cockpit tout le temps, » insista-t-il. « Je ne savais pas ce qui se passait dans la cabine. »
Je ne peux être tenu responsable des actes des hôtesses. Harper s'avança, tapotant sa tablette. En fait, capitaine Holland, nous avons ceci. Elle lança un enregistrement provenant du cockpit où l'on entendait clairement Holland dire. Il faudrait que... reconnaître et empêcher. Les comportements que j'ai autrefois échoué à dénoncer. Sa confession franche a touché l'auditoire. Voici quelqu'un qui avait fait partie du problème, mais qui s'engageait désormais publiquement à faire partie de la solution. Monsieur Patterson m'a donné une seconde chance, poursuivit Lars. Pas en tant que steward, mais en tant que membre de la nouvelle équipe de responsabilisation. Mon travail désormais consiste à aider à former le personnel à reconnaître et prévenir précisément les comportements que j'ai autrefois laissés passer. Un murmure d'approbation parcourut la salle. Derek reprit la parole, concluant la conférence de presse avec clarté et force. Ce n'est pas un moment de punition, mais un moment de transformation. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous avons l'obligation de forger un avenir meilleur. Pas seulement pour nos clients, mais pour tous ceux qui travaillent dans ce secteur. Les applaudissements qui suivirent furent sincères et soutenus. Ce n'était pas un simple exercice de relations publiques. C'était un engagement à long terme. Alors que les caméras se coupaient et que les journalistes commençaient à transmettre leurs reportages, une chose était claire, ce vol n'allait pas disparaître dans les archives silencieuses de l'oubli. Il allait devenir un symbole, le point de départ d'un mouvement plus vaste. Et alors que Derek, Harper, Emily et Lars quittaient la scène, un sentiment d'espoir nouveau flottait dans l'air. Le changement, enfin, avait pris son envol. L'arc de rédemption de Lars offrait un contrepoint puissant aux lourdes conséquences subies par Claudia et le capitaine Holland. Tandis qu'ils avaient refusé de reconnaître leurs torts, Lars avait choisi une autre voie, celle de l'honnêteté, de la responsabilité et de la croissance personnelle. Alors que la conférence de presse se poursuivait, des journalistes interrogèrent Derek sur le sort de Claudia Reynolds et James Holland. La réponse de Derek Zaki fut mesurée mais ferme. Leur contrat a été résilié, et leurs dossiers ont été transmis aux agences de régulation compétentes pour examen. Au-delà de cela, je ne ferai aucun commentaire sur des cas individuels. Ce qu'ils ne disaient pas, mais que beaucoup dans le secteur savaient déjà, c'est que Claudia et Holland étaient devenus instantanément tristement célèbres. Leurs noms et visages avaient envahi les réseaux sociaux pendant la nuit. Leurs anciens comportements répréhensibles exposés au grand jour. Plusieurs anciens passagers s'étaient manifestés pour raconter leurs propres expériences de mauvais traitements à leur égard, dressant un tableau accablant qui remontait à plusieurs années. La compagnie aérienne avait tenté de limiter les dégâts en publiant des communiqués se désolidarisant des actions de quelques individus et en réaffirmant son engagement pour l'inclusion. Mais il était trop tard. Le récit était déjà en place. Et c'était Derek qui en contrôlait le fil. Après la conférence de presse, Derek passa l'après-midi en réunion avec des dirigeants de compagnies aériennes et des régulateurs de l'aviation, finalisant les détails de la fusion ainsi que les nouvelles politiques qui l'accompagneraient. La dynamique avait radicalement changé. Il n'était plus simplement un partenaire d'affaires, il était devenu un symbole de changement dans une industrie longtemps critiquée pour son traitement inégal des passagers. Quelques jours plus tard, Derek visita une classe d'élèves noirs dans une école spécialisée en STEM à Brooklyn. Assis nonchalamment sur le rebord d'un bureau, il s'adressa à eux non pas comme un milliardaire de la tech, mais comme quelqu'un qui comprenait ce qu'il vivait. Ne laissez jamais personne décider de votre valeur en fonction du siège que vous occupez, leur dit-il, ces mots porteurs d'une expérience personnelle profonde. Que ce soit un siège dans un avion, dans une salle de classe ou dans une salle de réunion, vous méritez d'y être si vous avez travaillé pour. Et même si vous n'avez pas encore atteint ce niveau, vous méritez le même respect que n'importe qui. Une jeune fille leva la main. Et si on fait tout correctement, mais qu'ils nous traitent mal quand même? Derek prit un moment avant de répondre. Alors, tu documentes. Tu rassembles des preuves. Tu trouves des alliés. Et quand le moment est venu, tu utilises ta plateforme, quelle qu'elle soit, pour faire bouger les choses pas seulement pour toi, mais pour tous ceux qui viendront après toi. Les réseaux sociaux explosèrent de soutien pour la démarche de Derek. L'image du pain sec et du verre d'eau, capturée par plusieurs passagers et partagée des milliers de fois, était devenue un symbole puissant, donnant naissance au hashtag viral #Brady'sNotService. Des gens de tous horizons commencèrent à partager leurs propres expériences d'humiliation, pas seulement dans les avions, mais aussi dans les restaurants, hôtels, magasins et lieux de travail. Ce qui avait commencé comme l'expérience d'un seul homme s'était transformé en conversation nationale sur la dignité,
le respect et les multiples formes souvent subtiles de discrimination. L'article d'Emily fut publié et salué par la critique. Elle y proposait une analyse nuancée, allant au-delà du simple récit de bourreaux et de victimes, pour examiner les problèmes systémiques qui avaient permis à de tels comportements de prospérer sans contrôle. Elle ne s'était pas contentée de relater ce qui s'était passé lors du vol, mais avait exploré les schémas plus larges que cela représentait, ainsi que le potentiel de changement réel que l'action de Derek avait déclenché. Un soir, une semaine après l'incident, Derek était assis seul dans son bureau à domicile. Du jazz flottait doucement en arrière-plan pendant qu'il relisait les documents finaux de la fusion. Les notes délicates d'un solo de piano de Thelonious Monk emplissaient la pièce, apportant une atmosphère paisible, en contraste total avec les turbulences des jours précédents. Il envoya un message à Harper. Ce n'était pas à propos d'un repas. C'était un message. Elle répondit rapidement. « Et tu l'as bien transmis. » Derek sourit, posa son téléphone et s'adossa à son fauteuil. La fusion serait finalisée le lendemain, le début d'un nouveau chapitre, non seulement pour son entreprise, mais pour tout un secteur. Il y aurait des résistances, évidemment. Le changement ne vient jamais facilement, surtout lorsqu'il remet en question des habitudes profondément ancrées. Mais la dynamique était lancée, et il était prêt à tenir sur la durée. Quelques semaines plus tard, Derek monta à bord d'un autre vol, cette fois en direction de Londres pour une conférence technologique. L'expérience n'aurait pas pu être plus différente de celle du jour fatidique. À son entrée dans l'avion, il fut accueilli chaleureusement par un équipage diversifié et respectueux, pas à cause de qui il était, mais parce que c'était désormais la norme pour tous les passagers. Les nouveaux protocoles de formation avaient été mis en place sur toute la flotte, et des évaluateurs anonymes prenaient régulièrement des vols pour contrôler leur application. Derek s'installa dans son siège et une hôtesse lui présenta rapidement le menu avec un verre d'eau. « Souhaitez-vous consulter nos options pour le dîner, monsieur ?» demanda-t-elle, d'un ton professionnel et courtois. « Oui, merci », répondit-il avec un sourire. Un vrai repas lui fut servi, sans fanfare, non pas comme un privilège, mais comme le minimum que tout passager mérite. C'était peut-être un petit geste, mais hautement symbolique des changements en cours. Alors que l'avion décollait vers le ciel bleu, Derek regarda par le hublot le paysage qui s'éloignait. L'incident qui avait déclenché tout cela faisait désormais partie d'un récit bien plus vaste, un récit d'accountability, de transformation, et du travail essentiel pour bâtir des espaces où chacun est traité avec dignité. Il sourit légèrement, rassuré de savoir que ses actions avaient enclenché quelque chose de profond. Ce n'était plus une question de vol ou de compagnie aérienne. C'était une question d'attente nouvelle, de montrer ce qui est possible quand on refuse d'accepter l'injustice comme normale ou inévitable. Il se concentra de nouveau sur sa tablette, relisant les notes de sa prochaine présentation sur le développement technologique éthique. Il restait encore beaucoup à faire, tant de systèmes à reconstruire. Mais pour l'instant, en cet instant précis, il pouvait se satisfaire d'avoir amorcé un changement significatif. Il volait. Vraiment, enfin. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner pour découvrir d'autres récits qui nous poussent à remettre en question les injustices, visibles ou invisibles, que nous croisons chaque jour.